Les oiseaux pouvaient lui faire croire qu'il avait atteint le pays légendaire où le phénix se consume de toutes les ardeurs du jour et renaît de ses cendres. Il n'avait jamais vu encore de perroquets. Ils étaient là, si près qu'on eût pu les toucher, brisant de leurs becs recourbés des fleurs inconnues à la chair mystérieuse dont les formes et les couleurs jetaient un trouble diffus dans l'esprit du garçon. La forêt s'ouvrit sur une clairière. Au centre, un village pressait les unes contre les autres ses huttes de branchage, dans le vain espoir de se protéger. Des enfants accoururent à la rencontre de leur père. Ils étaient nus et joyeux. Quand ils aperçurent les êtres incroyables qui fermaient la marche, ils se figèrent, moins de peur que d'étonnement. Plusieurs, soumis à un atavisme sans faille, estimèrent d'un coup d'œil déjà compétent l'espace qui les séparait du refuge des arbres. Près des huttes, un remue-ménage créa le vide. Les femmes avaient été surprises autour des feux où grillait le gibier du jour, quelques poissons, des fruits éclatés sous les braises. D'autres, assises en rond sur des jonchets de palmes, laissaient fondre les heures dans une inaction sans remords de paradis terrestre. Chinito, le nez au vent, le cœur encore plus craquelé de crainte et de l'excitant plaisir que lui procurait l'aventure, eut juste le temps d'entrevoir le tableau d'une vie qui, ce jour-là, définitivement s'achevait. Les femmes disparurent dans les huttes. Les enfants emboîtèrent le pas aux nouveaux arrivants. San Salvador, la terre de toutes les spéculations, se montrait telle qu'elle était vraiment. Une île, à l'écart des routes, avec, protégée par un hérissement de récifs environnés de vagues, des villages peureux, blottis entre mer et forêt, dont il tirait maigre provende. Paco avait eu une réaction de terrien au moment de s'enfoncer dans les bois. Lui qui envisageait d'encourir la corde pour une mutinerie échouée, avait voulu s'armer contre les dangers possibles de serpents ou autres redoutables rencontres. À peine avait-il mis le pied sous les arbres qu'il appointait un bâton à longs coups de son solide couteau. L'arme était fin prête lorsqu'ils arrivèrent aux cases. Paco, le premier, fit le geste du conquérant. Il planta l'épieu dans un poisson grillé et, au nom d'une primauté qu'il aurait été fort surpris de voir remettre en cause, il s'arrogea le droit d'un festin impromptu. C'était bien tout ce que pouvaient offrir les gens de ce pays, si démunis qu'à part quelques calebasses et autres demi-coques de noix quasi gigantesques, ils ne possédaient rien dans leurs habitations sommaires. L'or ? Interrogeait Colomb en montrant la minuscule pépite échangée. Où peut-on trouver de l'or ? Les indigènes regardaient le métal précieux avec une indifférence évidente. Le mot qu'on leur martelait aux oreilles fut le premier dont ils entrevirent le sens. Or ? Répétait l'amiral, l'index sur la parcelle jaune. Or ? Oh, répéta l'homme à la main blessée. 3 boules colorées le payèrent de ses efforts. Il se tourna vers ses congénères. Un flot de paroles fut échangé dans lequel le nom de l'or devait se perdre au milieu des interjections et des mots désignant des soucis autrement quotidiens. Christophe Colomb prêtait l'oreille sans parvenir à isoler le vocable primordial. Or, redisait-il avec impatience. Or, prononça encore le sauvage qui gardait la main ouverte. Une bille jaspée récompensa ce beau résultat. La main ne saignait plus. Elle indiqua des îles d'un geste imprécis. Chinito en conclut qu'il ne retournerait pas de sitôt en Espagne. Le regrettait-il ? Si chacune des terres explorées était aussi inoffensive que celle-ci, il s'accommoderait longtemps d'une vie errante. Mais si, ce même soir, Bartholoméo ne revenait pas au navire, San Salvador resterait le lieu de ses regrets. Le jeune chef indigène toucha du doigt une zébrure qu'il portait à la base du cou, puis d'autres cicatrices sur les épaules, les flancs, la poitrine de plusieurs de ses compagnons, point d'impact boursouflé de flèches ou de saguets, longues estafilades. La main désignait de nouveau l'horizon pour expliquer que, de là, avait surgi le mal, et elle se posait une fois de plus sur des balafres qui n'étaient pas toutes anciennes. Les Espagnols comprirent que d'autres terres existaient à quelques jours de navigation. Des hommes étaient venus, sans doute dans des pirogues, et des luttes s'en étaient suivies. Une frayeur occupait encore les esprits à l'évocation de ces misères. Le chef montra d'un geste 2 de ses semblables, puis, saisissant un oiseau qui rôtissait, il mordit dedans. L'air farouche pour traduire une gloutonnerie insatiable, il dévora le morceau de viande arraché.
Un concert de cris et de gémissements accompagna cette action. Des femmes se cachèrent le visage dans les mains. D'autres serrèrent un nouveau-né sur leur ventre rebondi. Les hommes les plus vieux, qui ne paraissaient pas avoir atteint pour autant un grand âge, car on devait mourir jeune en ces contrées, opinèrent de la tête dans un silence résigné. Chinito ne saisissait pas la nature du fait qui avait laissé un souvenir aussi terrible dans le village, mais il sentit que de l'horizon marin pouvait sortir de grands dangers. Or, reprenait inlassablement Christophe Colomb, l'échange laborieux se poursuivit. Le mousse n'en perdait miettes et tentait de donner, vaille que vaille, une signification à chaque attitude. De l'or, il y en avait au loin sur un autre rivage. Là-bas vivait un chef puissant, un roi peut-être, qui possédait des bracelets, des colliers, un vase haut comme cela, des coupes, en or. Toi, guidez moi, proposa l'amiral en touchant successivement de l'index la poitrine de son interlocuteur et la sienne. Non, non. La main de l'indigène s'agita dans l'air pour opposer un refus effrayé avant de se poser de nouveau sur sa cicatrice. Caribi, homme méchant, dit la main. Mangez, mangez. Mangez quoi? Mangez, mangez. Poisson? Non, non. La main désigna les hommes nus. Elle ignora les femmes et les enfants, négligea les vieillards et revint se poser sur la marque au bas du cou. Manger toi? S'exclama Pinson, qui crut soudain avoir saisi le motif effroyable du refus. Oui, oui. Malgré la chaleur, un frisson courut le long de la colonne vertébrale de Chinito. C'était donc là le danger. La forêt perdit pour lui tout à coup ses belles couleurs. La mer transparente, l'azur resplendissant se chargèrent d'une menace terrible. Il avança d'un pas, se faufila au cœur du groupe de marins et, dans le bastion des corps aux effluves aigres et rassurants, il essaya de reprendre ses esprits. Le soir, il retrouva la Santa Maria avec un vrai soulagement. Recroquevillé sur le pont, il attendit sans trop y croire afin de s'armer contre une déception qu'il pressentait inévitable, le retour de Bartholoméo. L'île s'effaçait dans la nuit. Car c'était une île, ils en étaient sûrs maintenant. Toute la journée, ils avaient caboté autour d'elle, poussière perdue au milieu des flots. Elle n'était pas le continent fantastique du Grand Khan. L'annonçait-elle? Christophe Colomb, peu désireux de partager avec Pinson ce premier soir où un désappointement se mêlait à l'immense espoir réaffirmé d'une certitude future, se demandait sans doute ce qu'était le pays d'où venaient des pirogues et la menace de sanglants festins. L'équipage sommeillait dans la touffeur crépusculaire. La vigie surveillait, attentive à la moindre ombre, au bruit le plus ténu, à un glissement sur la grève. Avec le soir, la mer s'était calmée. Au large de la crique, elle dormait, paisible, comme dormait l'île où les perroquets s'étaient tus. Chinito attendait. À tant fixer la faible houle scintillante, il finissait par faire naître des hallucinations. Là, tout près, n'était-ce pas un nageur qui s'approchait? Bartholoméo revenait. Chinito voyait sa tête sur l'eau. Il recréait les bras obstinés qui luttaient contre les courants. Il se tuait les yeux à essayer de mieux voir. Et ce qu'il avait pris pour un nageur se dissolvait dans un reflet de lune. Bartholoméo ne revenait pas. Il était parti à travers les branches pour ne plus revenir. Le petit fruit rouge n'était pas du poison, Chinito. Le malagueño avait rompu avec son passé. Peut-être l'avait-il fait au péril de sa vie, mais ce n'était pas payer trop cher la paix de l'âme. Quand, assis sur l'abreuvoir où les mules allaient boire, il restait à l'écart, un espoir s'était offert, véritable gageur qu'il avait fallu saisir au passage. Il l'avait saisi, s'enfermant dans des silences qui le protégèrent longtemps, regrettant de n'accorder qu'un tout petit peu de sympathie à cet enfant mendiant d'affection qu'un geste violent avait, comme lui, jeté dans l'aventure. Chinito voulait se persuader que Bartholoméo ne lui avait mesuré son amitié que pour se sentir plus libre au moment où il se perdrait sur une terre coupée du monde. Maintenant, le malagueño avait atteint la solitude des futaies, et il possédait en lui assez de force pour affronter un isolement qui, à un autre, risquerait d'être mortel. En dépit de ses 14 ans, Chinito le comprenait. Ce soir-là, il comprenait tant de choses. S'il avait pu, s'il avait osé, si Bartholoméo l'avait permis, il aurait regagné la côte à la nage. Il aurait écarté les branches à son tour et il aurait vécu dans une hutte au toit de palme. Il aurait chassé les petits crabes qui fourmillaient autour des récifs.
ôté sa chemise en lambeaux, devenue inutile, appris à conserver les braises, à reconnaître le fruit comestible, à peser les collets et recueillir la pluie dans des coques évidées. Chinito, son maître l'appelait, en regagnant la chambre amirale. Trouve-moi un bout de chandelle s'il en existe encore. Le journal de bord était posé sur la table. Une lueur vague pénétrait par les 3 lucarnes. Une page blanche captait cette clarté. Elle gardait un peu du mystère que le coffre, armé de fer minutieusement forgé à Séville, entretenait en conservant à l'abri de ses 2 serrures le cahier sur lequel l'amiral se penchait tous les soirs. Le garçon s'assura que l'encrier n'avait pas laissé évaporer son contenu au vent des Indes proches. Il ramassa la plume qu'un courant d'air avait jetée sur le plancher, puis se mit en tête d'un bout de chandelle. Quoi qu'en eût dit Colomb, la provision n'était pas épuisée. On avait emporté des réserves pour plus de 6 mois dans les flancs de chaque caravelle. Chinito alluma la mèche à un fanal du pont et, la protégeant de la main, il rentra dans la chambre sur la pointe des pieds. Christophe Colomb n'accordait aucun intérêt à ces préparatifs. En haut de la page de gauche, 2 lignes d'une écriture économe de papier attirèrent l'attention du mousse. Le vieil Alvarez s'en souvenait encore tellement il avait fait d'efforts pour les annoncer dans sa tête. Tremblant d'être surpris en flagrant délit d'indiscrétion et happé par une curiosité irrésistible, il reconnut les mots si souvent prononcés devant un équipage tour à tour apeuré, menaçant, tenté par la sédition ou porté par des espérances qui, toutes, n'étaient pas chrétiennes. Parce que j'ai décidé d'aller aux Indes et que j'entends poursuivre mon voyage jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, je réussisse à les atteindre. Dimanche 28 octobre 1492. La grogne reprit dans les équipages. On s'était dégourdi les jambes en parcourant cette île plate et sablonneuse. On avait fait un tour au paradis des nudités naïves, des fleurs, des fruits et de la vie originelle. On était déçus. Heureusement qu'il pleut souvent. Sinon, où trouverait-on de l'eau douce dans ce pays? Je m'attendais à manger un beau cabri grillé à point, un agneau de lait. Et qu'est-ce qu'on a? Du poisson, des oiseaux, qui ont le pilon musclé. Vaut mieux garder la dent solide. Moi, j'ai des chicots depuis quelques lunes. Me faut de la viande fraîche. Un rire gras accueillit ces paroles. Il riait. Tout n'était pas perdu après la déception de ces Indes inaccessibles. Pourquoi rester ici, amiral? Si les Indes sont protégées par des îles, comme le disent ces sauvages, qui n'ont même pas un parler chrétien, faut y aller voir. Christophe Colomb écoutait, impassible. La déception l'avait touché, lui aussi, mais elle lui avait donné ensuite plus de détermination. Penché sur les cartes qu'il possédait et les croquis qu'il dessinait lui-même, jour après jour, pour susciter une côte qu'il poursuivait, il expliquait à Juan de la Cosa, assez sceptique, que le continent se trouvait derrière cette poussière d'île. Le vrai, celui de l'or. Chinito l'écoutait. Ici, sur ces terres qui sont riches et faciles, parce que bien peuplées et plates, nous pourrons nous installer. Il suffira de quelques hommes armés pour contenir les indigènes. Voyez, ce sont de grands enfants, bruyants et insouciants. Ils n'ont pas d'armes. Nous pourrons faire d'eux ce que nous voudrons. Ils nous prennent pour des dieux descendus du ciel. Nous les rendrons facilement chrétiens, et puis nous en tirerons profit. Sous bonne garde, ils deviendront travailleurs. Avez-vous vu comme le coton pousse en abondance? Avant de quitter cette île, je prendrai 6 de ces hommes pour les montrer à leur majesté. Ne craignez-vous pas d'aller ainsi au devant de difficultés? Non, je prendrai aussi 6 têtes de femmes, de sorte que les hommes n'auront pas le goût de se révolter. Plus tard, je les ramènerai à San Salvador. Ils auront appris notre langue et nous permettront de communiquer avec leurs semblables. Ils auront vu ce qu'est l'Espagne et sauront leur devoir d'obéissance. Le lendemain, Chinito eut la surprise, en se réveillant, de découvrir la plage envahie par des indigènes. La journée promettait d'être chaude. Pour l'heure, une douce fraîcheur suscitait des parfums épicés, des odeurs marines et toujours ces étranges relents de végétation pourrissante. Le tout mêlait, s'emparait comme une potion excitante des narines du garçon et coulait dans son corps une grande nervosité. L'équipage en son entier contemplait la foule des sauvages. Plus d'un gabier avait jugé bon de se munir d'une arme blanche aussi discrète qu'efficace. Dans la ceinture, le contact de la lame
était de ces sensations qui réconfortent au moment de braver le risque. Quel messager avait donc couru la forêt pour apporter la nouvelle? Des dieux à la peau claire, certains recouverts de plaques brillantes, d'autres, de matière plus étrange encore, distribuaient la lumière enfermée dans des boules. Ils donnaient aussi des colliers, des musiques qu'un simple petit mouvement de la main suscitait dans des fleurs plus dures que le bois et qui luisaient. Un autre coureur partait vers un autre village, disait son admiration par des gestes, lorsqu'il avait le souffle trop court pour parler, et la nouvelle grandissait, prenait des proportions fantastiques en passant de bouche à oreille. Les courriers qu'il apportait maintenant n'avaient pas vu les dieux blancs. Ceux-ci devenaient des géants sortis de la mer. Hauts comme des arbres, un nouveau messager s'élançait sur le chemin sylvestre. Sans s'arrêter, il évitait les entrelacements de branches, contournait les marigots, crevait de son corps souple les rideaux de feuillage et arrivait, haletant, à un groupe de huttes. Il s'effondrait dans la poussière, vite entouré d'un cercle de curieux. Plus haut que des arbres! Les indigènes eurent toute la nuit pour songer à ces prodiges. Les anciens rappelèrent des légendes qu'il aurait fallu considérer avec plus de sérieux. Ils parlèrent des esprits de la forêt, de ceux de la mer, et d'autres encore qui grondent parfois dans les nuages. Au matin, chaque homme valide se mit en route vers la côte pour saluer les envoyés célestes. Les femmes, les enfants et les vieillards restèrent près des cases. En se souvenant de ce qu'il avait vu la veille, Chinito reconstituait les scènes et donnait une explication à la présence de cette foule. Un dieu blanc courait lui aussi la forêt, solitaire, en quête d'une clairière où il put construire sa cabane ignorée du monde. Il était plus démuni que le dernier des sauvages, plus exposé que lui aux pièges de la nature. Et il avait le cœur tellement moins innocent que ce lui était faiblesse. Il rêvait d'une montagne aux flancs impraticables, d'où il eût contemplé, chaque matin, de paix retrouvée, la mer des frondaisons et celle des flots. Elles auraient été double protection contre les hommes, mais peut-être pas contre lui-même. Il était arrivé sur une île plate. Qu'adviendrait-il de lui si on le découvrait dans la forêt, ou si, parvenant affamé à un village, il était surpris à dérober quelques lézards rôtissant sur les braises? À quelle rive trompeuse l'océan avait-il arraché la branche aux petits fruits rouges? Nulle part sur cette terre, Chinito n'avait vu l'arbre de ce signe accueillant. Dieu fasse que tu ne sois pas perdu, Bartholoméo, pria en lui-même l'enfant désorienté. Il dut oublier ses pensées. Sur la grève, les indigènes mettaient des pirogues à la mer. Ils entraient dans les rouleaux pour traverser la barre d'écume au-delà de laquelle le lagon devenait moins agité. Les embarcations, faites de troncs d'arbres évidés, perçaient la barrière blanche. Elles pointaient vers le ciel, un nez combatif, puis, menées de main de maître, comme les coursiers arabes que Chinito avait vus à Grenade, maintenues par les bras de cuivre, elles se remplissaient de corps nus jaillis, tout ruisselants, de la turbulence des vagues. La flottille se dirigea vers les caravelles. Les pirogues griffaient la houle de leurs pagaies. Parfois l'une d'elles se retournait. Les hommes refaisaient surface et, soucieux d'arriver les premiers aux grandes pirogues des dieux, continuaient à la nage. Bientôt les navires furent entourés d'un grouillement de plongeurs, d'un entrecroisement d'embarcations. Aucune arme, quelques présents, humbles porteurs de l'esprit aimable des habitants de l'île. Des écheveaux de coton grossier, 2 ou 3 fruits pris sur l'indispensable nourriture du jour, une fleur déjà mourante, un coquillage plus beau que les plus riches marbres de Toscane. De tous côtés, désarmée et joyeuse, la nudité de ces corps offerte sans calcul à la volonté de puissance des conquérants.